La folie nostalgique a pris d'assaut Hollywood et la plupart des industries créatives. Au-delà des franchises qui se déclinent à l'infini, c'est désormais toute une esthétique et un ensemble de signes qui accompagnent ce processus. Du côté des commentateurs, les critiques vont bon train. Fainéantise, manque d'idées, absence d'originalité, voire même fin de la pop culture. Un discours panique a complètement envahi nos sphères médiatiques sur le sujet. Et si ce dernier relève en effet des points intéressants à creuser, il passe complètement à côté du piège de la nostalgie, de son vrai danger. Un traquenard dans lequel même ses plus grands contempteurs, y compris vous et moi, sont probablement tombés. C'était mieux avant quand il y avait que 151 Pokémon, hein? Ça, c'est un Pokémon? Ça, c'est des conneries! Non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Et si je me permets de prendre ce petit ton supérieur en mode « oui, moi j'ai tout compris et pas vous », c'est pour vous inciter à rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir pourquoi je dis ça et quel est le vrai danger de la nostalgie, et promis, il y a une vraie réponse, mais surtout parce que j'ai moi-même fait partie de ces gens qui ont analysé la nostalgie et qui sont en réalité un peu passés à côté. En 2021, j'avais réalisé une vidéo qui revenait sur le phénomène. Je rappelais l'origine du concept qui vient des soldats suisses du XVIIe siècle qui souffraient d'un mal du pays important. Le mot a alors pendant longtemps eu un caractère quasiment médical. Mais depuis cette vidéo, pas mal de recherches ont été effectuées, notamment sur les effets et les conséquences de la nostalgie. Et c'est assez normal, parce qu'à côté des sempiternels exemples comme Stranger Things ou la musique de The Weeknd, la nostalgie s'immisce dans tous les domaines. L'actuel succès de l'émission Star Academy sur TF1, suite remake d'une émission pourtant aussi vieille que moi, ou même le remake musical de Mean Girls, un film qui a moins de 20 ans, le prouve. Mais comment est-on passé en 5 ans de la célébration des années 80 à celle des années 2000, en passant par les années 90 avec Friends, ou encore le revival improbable des Tamagotchi? La science a commencé à esquisser quelques réponses. Une étude a notamment conclu que les périodes de crise apparaissaient comme des moments propices pour la consommation de nostalgie médiatique, ce qui expliquerait le phénomène actuel, en particulier depuis la crise du Covid. De même, une recherche menée par la psychologue Erika Epper a montré que ces madeleines de Proust pouvaient avoir un effet bénéfique sur la santé mentale et le bien-être, encore une fois, notamment en période de crise. Des chercheurs sont même allés regarder des zones du cerveau qui étaient activées durant les expériences nostalgiques et ont remarqué qu'il s'agissait de celles associées à la réflexion sur soi, la mémoire personnelle et le système de récompense. Et pour preuve, je suis sûr que vous avez forcément un artiste, une série, un film, voire une série de films que vous regardez dans les périodes plus difficiles. Par exemple, personnellement, je sais que Friends et surtout The Office seront toujours des œuvres refuge pour moi. D'ailleurs, dites-moi vous, quelle est votre série ou film doudou? Alors, j'imagine que Friends va beaucoup revenir. Pareil, on vient de passer la période des fêtes, Maman j'ai raté l'avion, je pense qu'il risque d'apparaître quelques fois. Ou encore Malcolm, c'est vrai qu'il revient très souvent, notamment pour ma génération. Mais bon, c'est sympa, je vous déballe l'état de la science sur le sujet, mais c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Ce que vous voulez savoir, c'est comment on peut vivre dans une époque où sur les 5 films les plus populaires de 2023, 4 sont associés à un élément qui contient une forme de nostalgie, ou du moins qui peut être rattaché au passé. Évidemment qu'il est intéressant de comprendre sur quel mécanisme ça repose, mais le phénomène est tellement large qu'il mérite selon moi une analyse à plus grande échelle. Oui, en période de crise, l'humain a tendance à se replier sur lui-même, à aller chercher des souvenirs souvent romantisés de son passé pour le rassurer sur l'avenir. Pour autant, dire ça, en fait, c'est n'avoir fait qu'une partie du chemin. Et une petite partie. Parce que la nostalgie mérite aussi d'être appréhendée sous le prisme de sa production culturelle et médiatique, en premier lieu Hollywood. La machine à rêve américaine a entrepris depuis la fin des années 70 et Les Dents de la Mer un tournant l'emmenant vers des œuvres toujours plus grandioses, spectaculaires et surtout coûteuses. Les films dépassant les 150 millions de budget sont devenus monnaie courante et les coûts de marketing ont également explosé avec l'arrivée des blockbusters. Cela va des films Marvel aux Fast and Furious en passant par les Missions Impossibles par exemple. Cette économie du risque entraîne dans son sillon un mouvement de précaution de la part des majors qui souhaitent, en toute logique, perdre le moins d'argent possible. Cela va être permis par un investissement sur la dernière tendance sociale à la mode, la nostalgie par exemple, ou des films portant sur des discours plus progressistes en apparence. Il n'y a pas de jugement de valeur ici, simplement un calcul
coût-bénéfice rationnel. Également, cette limitation du risque va avoir le jour dans le développement et l'appui sur des licences souvent préexistantes, donc connues du public et qui vont pouvoir s'étendre sur plusieurs films afin de réaliser une économie d'échelle basique et d'amortir les coûts encore une fois. Super Mario Bros, Barbie ou même Wonka répondent à cette logique et leur succès est une preuve que celle-ci est encore très efficace. Les autres médias, comme la télévision avec la Star Academy et bientôt Secret Story, ou la musique avec par exemple les reprises rap de chansons pop ou de variétés françaises populaires, ont suivi le mouvement. Tu snappes comme tu veux t'ambiancer. Et tu tasses pour voyager tout l'été. Monte pas trop ta vie, ça attire la jalousie. Les gens aiment pas te voir réussir, c'est la folie. À tel point que si au départ la nostalgie avait un caractère médical, elle a ensuite signifié une forme de souvenir doux amer de son existence du monde. Désormais, nous sommes face à un phénomène presque exclusivement médiatique et culturel. Si je vous parle de nostalgie d'une période, vous n'allez pas forcément penser au monde tel qu'il était, mais plutôt à son univers médiatique et culturel. Quel film était la mode, quel genre musical, ou même quel vêtement. Les industries créatives n'ont jamais aussi bien porté leur nom, aussi oxymorique soit-il, qu'à notre époque. Elles se sont mises à produire en masse de la nostalgie pour répondre aux attentes d'un public encore captif, bien que de plus en plus critique. Vous avez forcément déjà entendu cette petite chanson au détour d'une discussion avec un ami ou collègue, d'un tweet bien trop populaire par rapport à sa pertinence ou d'une remarque toujours bien sentie d'un youtubeur. On ne crée plus rien de nouveau. La pop culture court à sa perte. Et c'est vrai que Walter Benjamin lui-même soutenait dans son livre passionnant l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique que la reproductibilité d'une œuvre lui faisait perdre de son aura. Donc en déclinant à l'infini ses licences sous forme de films, de séries, de musique, de spin-off, etc., Hollywood fait perdre de son aura à ses œuvres. J'y avais consacré une vidéo. D'ailleurs, on peut reprendre les exemples de blockbusters que j'ai pris plus tôt. Les films Marvel sont à leur plus bas, avec une année 2023 marquée par des échecs historiques, en particulier The Marvels, mais également les nouveaux volets des sagas de Tom Cruise et Vin Diesel qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Hollywood arrive au bout du rouleau. Malgré tout, cette affirmation, aussi péremptoire qu'eschatologique, est loin d'être tout à fait pertinente. Déjà car le cinéma, la musique et toutes les autres formes d'art ne cessent de proposer des œuvres originales dont la qualité et le succès ne sont pas contestés. Mais surtout, sans vouloir paraphraser la citation apocryphe de Lavoisier, une œuvre ne naît pas de rien. Elle se nourrit de références, parfois plus ou moins grossières et visibles. Et surtout, l'industrie créative n'a jamais eu comme vocation de proposer des œuvres radicalement originales et disruptives. Star Wars s'inspire énormément des 7 samouraïs et a rapidement été conçu avant tout pour vendre des jouets. L'idée selon laquelle le monde d'avant regorgeait d'artistes qui pouvaient s'accomplir et offrir des propositions innovantes et radicales face au monde actuel cloisonné par des gros studios qui empêcheraient le créateur de s'exprimer est au mieux simpliste, voire même carrément nostalgique. Donc, vous avez compris, même la critique de la nostalgie, en réalité, elle s'avère très souvent assez nostalgique. Mais promis, on n'ira pas plus loin dans le côté méta. Cependant, c'est un angle majeur de la nostalgie et trop souvent mis de côté, c'est l'importance de l'oubli dans la considération qu'on lui porte. Parce qu'en fait, sans oubli, il n'y a pas de nostalgie. C'est précisément car nous ne nous souvenons plus exactement de l'épisode 3 de la saison 6 de Friends que nous y revenons aussi souvent. Chaque détail, voire parfois des œuvres entières que l'on avait effacées de notre mémoire, ressurgissent pour nous procurer ce petit shot qui nous rend aussi addicts. Également, l'oubli va permettre l'idéalisation du contenu ou de l'époque dont nous sommes nostalgiques. Si les individus sont nostalgiques des années 80, c'est soit parce qu'ils ne les ont pas vécus, soit qu'ils occultent les différents éléments négatifs de cette période. Ça peut aussi marcher avec nos souvenirs personnels. On se souvient sûrement plus des matinées à manger des céréales au petit déjeuner devant les dessins animés que les douloureuses crises pour ne pas aller à l'école ou les autres problèmes. Même si, évidemment, certains événements négatifs ou traumas perdurent. Une thématique abordée dans le bien trop sous-coté à mon goût Last Night in Soho d'Edgar Wright. On y suit Ellie, jeune étudiante littéralement transportée par les années 60 mais qui se rend vite compte que la nostalgie a tendance à passer sous silence certains points de vue de l'histoire. Pour Christine Batcho, professeure de psychologie, c'est un réflexe de survie complètement humain d'embellir le passé. Cependant, cet embellissement est à l'origine du premier vrai piège de la nostalgie, l'éternelle insatisfaction. En se reposant spécifiquement sur l'oubli et sur une vision alternée de ce dernier, la nostalgie ne peut que résulter en une expérience déceptive. Au contraire, elle peut rappeler la vraie teneur du passé, parfois bien plus banale que l'image que nous nous étions construits. Un peu comme les personnages de Pleasantville, fans d'une ancienne sitcom américaine et qui se retrouvent plongés dans cette dernière, comme Ellie, en y découvrant par la même occasion les faces plus sombres qu'elle cachait. Mais bien plus que ça, l'expérience nostalgique est insatisfaisante car elle renferme souvent
une envie cachée, plus profonde, qui ne peut être assouvie. Dans son ouvrage L'irréversible et la nostalgie, Vladimir Jankélévitch en parle le mieux. Il s'appuie sur l'exemple d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Le personnage, exilé de sa terre natale pendant 20 ans, finit par revenir chez lui. Il traverse alors un moment nostalgique, en retrouvant son lieu et ses proches après des années de voyage. Mais ce que l'auteur souligne, c'est qu'en revenant, Ulysse pensait retrouver ce qu'il avait quitté. Or, les années ont passé, et tout a changé. Lui le premier. Il écrit alors que un voyageur peut toujours revenir sur ses pas, mais sur l'axe du temps, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est perdu l'est à tout jamais. Si vous entreprenez un revisionnage de votre série Disney Channel préférée, son goût ne sera pas le même. Votre regard sur cette dernière aura changé, et donc par conséquence, elle aura changé. Ce que vous cherchiez, l'être que vous étiez au moment de votre découverte du show, n'est plus, et ne sera plus jamais. Vous n'êtes pas tant nostalgique des marathons Simpson les samedis soirs sur W9, que de la personne que vous étiez à cette période. Or, elle a disparu pour toujours. Et pas même le meilleur des simulacres pourra la faire revenir. Vous pouvez vous organiser des samedis soirs spécial Simpson en les matant sur Disney+, avec vos potes ou avec vos proches. Ça n'aura jamais complètement la même saveur que ceux qui étaient diffusés sur W9. Quand Hannah Montana quitte sa chambre à la fin de la série, elle sait que c'est une partie de son être qu'elle laisse derrière elle. Je pensais pas devenir un jour aussi philosophique à propos d'Hannah Montana. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu et vous avez envie de soutenir cette chaîne, le seul moyen, et c'est vraiment le seul, c'est vous abonner, mettre un pouce bleu et participer en commentaire, voire même partager. Ça m'aide énormément. Merci vraiment à ceux qui le font. Bon, là normalement, vous vous dites que vous avez une assez bonne vision sur la nostalgie et ses problématiques. Et c'est le cas. Mais si je vous disais qu'il y a un dernier angle, un dernier point de vue qui n'est jamais mentionné et qui me paraît pourtant essentiel pour bien comprendre les rouages de la nostalgie et son vrai danger. Il s'agit de l'accélération sociale. Pour cette partie, je m'appuie sur l'excellent livre Aliénation et accélération d'Hartmut Rosa qui part du simple constat suivant: dans les sociétés occidentales modernes, tout s'accélère. Tout va de plus en plus vite et il y a de grandes chances que vous-même vous l'ayez remarqué de manière empirique. On observe dans un premier temps une accélération technique. Les découvertes scientifiques et technologiques sont bien plus rapides qu'elles ne l'étaient autrefois et il suffit de voir l'état de l'évolution de l'informatique en 15 ans pour s'en persuader. Même les moins de 40 ans sont parfois largués pour utiliser les nouvelles technologies. À ce titre, l'auteur souligne que la problématique d'espace, qui était avant une question majeure des êtres humains, a quasiment disparu. Entre la possibilité de se connecter par internet ou la réduction drastique des temps de trajet avec l'apparition de l'aviation, cette problématique a fortement reculé au profit de la problématique temporelle. Il est alors intéressant de faire le parallèle avec la nostalgie, qui était, avant le 19e siècle, selon de nombreux chercheurs, avant tout géographique. Comme Ulysse et les soldats suisses, les hommes éprouvaient surtout des souvenirs mélancoliques pour leur terre natale par exemple, bien plus que pour une époque particulière. Et pour prendre un exemple un peu plus parlant et un peu plus contemporain, on pourrait croire que Star-Lord, le personnage des Gardiens de la Galaxie, il est nostalgique des années 70-80 avec sa playlist qu'il écoute en boucle, et donc qu'il est nostalgique d'une époque, mais en réalité, il a pour le coup, lui, plutôt une nostalgie géographique, parce qu'en fait, c'est la Terre qui lui manque. À cette accélération technique, il faut ajouter l'accélération des changements sociaux et des rythmes de vie. Les modes, les styles de vie, les relations et obligations sociales changent à une vitesse sans précédent. Si auparavant ce changement était perceptible d'une génération à l'autre, les structures sociales de nos arrière-grands-parents étaient différentes de nos grands-parents, désormais cela change au sein même d'une génération. C'est exactement ce dont parle Orelsan dans le morceau Plus rien ne m'étonne ou dans le diptyque 1990 et 2010. Fermez les bibliothèques, on a des PS3, y a des caméras partout, vos 15 minutes de gloire m'intéressent pas. Tu connais des pattes, espère que la tectonique revienne. Tu portes encore des wayfarers, c'est plus la mode depuis 2 semaines. Ces structures et codes sociaux qui encadrent notre société manquent de stabilité et vont pousser les individus à se retrancher dans des formes de valeurs refuges qui vont prendre la forme de la nostalgie dans notre culture et nos médias. Le chercheur Manuel Menke abonde dans ce sens, avec une étude menée sur 660 personnes à ce propos. Les résultats soulignent que l'attachement de certaines personnes pour des médias passés peut s'expliquer par la difficulté à évoluer dans un environnement médiatique en constante et rapide évolution. Tout change tellement vite, y compris dans les médias, que l'on préfère se rattacher à ce qu'on connaît déjà. Il est là, le vrai piège de la nostalgie. Bien plus qu'un petit bonbon sucré, la nostalgie est un doudou que l'on serre fort contre soi pour se rassurer. Se rassurer dans des périodes de crise, comme on l'a vu,
mais aussi se rassurer dans une époque qui ne cesse d'accélérer. Hartmut Rosa, dans son livre, argumente que le recul de la religion dans les sociétés occidentales modernes a poussé les humains à multiplier le nombre d'expériences vécues de leur vivant, ne croyant pas à une existence dans l'au-delà. Or, pour lui, si nous devenons de plus en plus riches d'expériences, nous devenons de plus en plus pauvres d'expériences vécues. En effet, ces expériences deviennent trop rapides pour être appropriées par l'individu. Nous avons alors industrialisé notre rapport au temps, et nous ne prenons plus le temps de vivre et profiter de ce qui nous arrive. Il est même probable que bon nombre d'entre vous ne soient pas restés jusqu'ici par manque de temps ou ennui, voire même que certains m'écoutent actuellement dans une vitesse accélérée, ou en train de réaliser une seconde tâche en parallèle pour optimiser votre temps. Aujourd'hui, l'humain réalise en moyenne beaucoup plus de tâches par jour qu'il y a un siècle, alors que dans le même temps, il dort moins et manque constamment de temps. Nous vivons dans une forme de Gargantua, la fameuse planète d'Interstellar où chaque heure passée équivaut à plusieurs années. Le temps passe relativement de plus en plus vite et nous sommes dans une course permanente pour suivre le tempo. Cette vitesse angoissante nous pousse à nous replonger dans notre passé aussi souvent que possible. C'est une manière pour nous de prolonger cette expérience qui était trop courte pour pleinement en profiter. Christine Bachot parle même de nostalgie anticipée. Désormais, nous sommes même parfois nostalgiques du présent avant même qu'il soit passé. I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Et c'est ce qui explique la nostalgie des années 2000 qui frappe actuellement la société. Comme pour tout, nous sommes nostalgiques de plus en plus vite. Et il est évident qu'une nostalgie autour des années 2010 ne saura tarder de se former avant même la fin de la décennie actuelle. Pour preuve, vous êtes nombreux à m'avoir dit que ma vidéo sur les sagas dystopiques pour ados, ou même ma vidéo sur l'arrivée des youtubeurs, donc qui se situe plutôt autour de 2012, vous avez rendu nostalgique et vous avez débloqué des souvenirs. Nous sommes donc perpétuellement à la recherche de cette antériorité que nous n'avons pas pu vivre correctement à cause de sa vitesse. Mais en faisant cela, nous ne profitons pas du présent actuel non plus, qui ne manquera pas de nous rendre nostalgiques dans la seconde qui suivra. Nous sommes comme un hamster dans une cage, en train de courir de plus en plus vite. Regarder en arrière ne sert à rien, car pendant ce temps, la roue tourne toujours.